Certains dirigeants traditionnels africains, dont le roi du Dahomey Gwezo, auraient vendu des esclaves noirs, ou dirais-je leurs propres frères, aux colonisateurs européens lors de la traite négrière. Y aurait-il été forcé? Dans cette deuxième partie de Être noir, est-ce une abomination? Je vous parle des types de traite négrières qui ont caractérisé cette époque, mais aussi des zoos humains. Et oui, zoos humains où nos frères, des noirs esclaves, étaient exposés dans des cages telles des bêtes sauvages. Que la traite négrière a bel et bien commencé avant la colonisation et la facilité. Cependant, certaines questions se posent. Quand, comment la traite négrière a commencé et surtout, qu'est-ce que la traite négrière? Négrière, ou autrement appelée traite atlantique ou traite occidentale, c'est le commerce triangulaire qui s'est passé entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Les Européens venaient en Afrique avec des denrées alimentaires qu'ils échangeaient. Avec qui? On va découvrir dans cette vidéo. Ils rachetaient des esclaves noirs qu'ils amenaient vers les colonies américaines. Ensuite, certains produits de l'Amérique étaient produits par ces esclaves. Les cotons et autres, les sucres, les cafés étaient ramenés en Europe. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et surtout quand? Dans l'histoire qu'on a appris à l'école et selon Wikipédia, la traite négrière commence au XVe siècle lorsque les Portugais viennent acheter des hommes sur les côtes d'Afrique. Mais sachez que c'est faux, parce que les Arabes étaient en Afrique bel et bien avant les Européens. Ils ont commencé leur traite vers le 8e et le 10e siècle. La question commerce triangulaire ne doit pas se réduire uniquement à un passage en 3 temps sur 3 continents. Navires occidentaux se rendant sur les côtes africaines pour échanger des esclaves contre des marchandises, puis transfert des esclaves en Amérique et échange contre une lettre d'échange. Du sucre, du café, du cacao, du coton, du tabac et sans oublier de l'or. Acheminement des produits américains vers les ports européens. En réalité, le déroulement du commerce triangulaire était beaucoup plus vaste et il existait plusieurs routes. L'Europe s'activait en amont de la traite afin de réunir les capitaux, les marchandises, les hommes et les navires nécessaires, tandis qu'en aval, elle s'occupait de la transformation des denrées. Je vous ai dit, la traite négrière par les Arabes a commencé vers le 8e siècle, donc bel et bien avant les Européens. Et c'était orienté vers les besoins domestiques. Donc, ils n'avaient pas besoin des esclaves vraiment pour travailler dans leurs champs, afin d'avoir des grandes productions comme l'Europe le voulait. Non. Et plutôt avaient besoin des domestiques, des gens qui vont faire des travaux ménagers à leur maison. Contrairement à une idée reçue, la traite orientale ne touchait pas davantage les femmes que les hommes. Elle n'était pas particulièrement à finalité sexuelle. En revanche, elle était orientée plus vers la satisfaction des besoins domestiques que vers le travail productif. Elle fournissait une main-d'œuvre servile employée à des travaux domestiques et des services, employés des maisons, tâches d'entretien, de palais et des infrastructures et activités sexuelles, harem, concubines, prostitution, eunuques. On en trouvait également dans l'agriculture, l'artisanat et l'extraction minière ou les métiers des armes. Lorsque je menais mes recherches, il y a une question que je me posais. Je me suis dit, qui ont vendu les esclaves? En fait, parce que l'histoire dit que les Européens ou les Arabes venaient acheter des esclaves en Afrique alors qu'ils les vendaient. Déjà, il faut savoir qu'en Afrique, il existait déjà la traite intra-africaine, intra-négrière, c'est-à-dire quoi? Les rois des empires et des royaumes avaient très souvent l'habitude d'aller en conquête et d'aller conquérir de nouvelles terres, d'aller en guerre en fait, attaquer notre royaume. Et oui, ça existait déjà en Afrique. On n'était pas si liés que ça, si fraternel ou autre chose. Et donc, dès qu'ils gagnaient la guerre, et ben, les sujets de notre royaume, ils les prenaient en esclaves et devenaient des esclaves dans le royaume. Donc, je donne un exemple. Si le roi Sundiata Keïta, par exemple, s'est dit, ok, je vais aller conquérir les Congo, et ben, il vient, il combat les Congo, on est faible, il gagne le royaume Congo, et ben, ils partent avec des sujets du royaume Congo. Ceux-là devenaient des esclaves, et ce sont ces esclaves-là que eux vendaient aux Européens. On vendait souvent des esclaves aux Européens, on vendait des gens démunis, on vendait des gens qui étaient emprisonnés ou des gens des malfrats et autres. Mais bien sûr, aussi les Européens kidnappaient certains Africains qu'ils amenaient des forces. Gwezo aurait ainsi participé à la déportation des centaines de milliers, voire 1 million de ses frères noirs
en grande partie vers le Brésil, en échange d'armes, des tabacs, d'alcool, des tissus, surtout de la soie et du velours. Guezo réorganise son royaume, rétablit la paix civile, constitue une armée puissante et bien entraînée. Célèbre par son corps d'Amazone, il attaque les Yoruba et se libère du tribut dû à l'état d'Oyo. Il capture de nombreux Africains pour le vendre sur la côte, mais introduit des cultures nouvelles pour remplacer le commerce des esclaves qui sont menacés. La traite intra-africaine aurait concerné près de 14 millions de personnes contre 17 millions pour celles faites par les Arabes et 11 millions pour celles concernant les Européens. L'Asie complice. Par ailleurs, des inscriptions javanaises et des textes arabes montrent qu'au 9e siècle et 10e siècle, l'Indonésie entretenait des échanges commerciaux avec l'océan Indien et la côte est de l'Afrique. Les inscriptions parlent d'esclaves Djengi, c'est-à-dire Zengi, employés à Java ou offerts à la cour de Chine. En arabe, Zeng ou Zang désigne à l'époque les habitants de la côte est de l'Afrique. Les eaux humains. Et oui, certains esclaves, certains noirs étaient exposés dans des parcs d'attractions. Et les Européens venaient les voir payer 2 à 3 francs pour voir des noirs qu'on exposait nus, faisant leur toilette devant eux dans des cages. Certains rois étaient aussi exposés. On les obligeait à porter leurs tuniques africains. On les obligeait à battre les tam-tams, à chanter devant eux. Et il y a même des articles qui ont été écrits dans la caverne qui en a parlé à cette époque. Et cette histoire a duré pendant 150 ans. Je vais vous lire des articles qui en ont parlé. La caverne et autres. Et vous comprendrez ce dont je suis en train de parler. Il y a l'une d'elles d'ailleurs, l'une des esclaves, qui s'appelait Sarji, qui venait de l'Afrique du Sud, qui a été exposée comme ça, qui a fait une tournée européenne. Et 2 mois après, elle est morte d'une pneumonie. Pourquoi? Parce qu'elle avait juste un très grand postérieur. Et cela a amusé beaucoup les Européens. Quand des hommes ont exhibé d'autres hommes dans des eaux. Les eaux humains, considérés comme une attraction à l'époque de la colonisation, ont attiré 1,5 milliard de visiteurs en Europe et aux États-Unis entre les milliers du XVIIIe siècle et 1940. À la fin des années 1870, le phénomène des eaux humains se développe et devient une attraction très prisée. La foule se presse pour voir des sauvages, des hommes, des femmes, des enfants qui sont placés au même niveau que les animaux, comme le décrit de façon assez explicite un article du 1er janvier 1877 de la Comédie. Les journaux signalent à ses lecteurs l'arrivée au jardin d'acclimatation d'un intéressant convoi d'animaux, girafes, éléphants, autruches, et précise que ce lot curieux est accompagné de 13 Nubiens Amram, magnifiques noirs corps demi-nus, qui ont installé leur campement sur la grande pelouse du jardin au milieu des animaux. Au début du XVIIIe siècle, les exhibitions des sujets des empires coloniaux en Afrique, en Asie, en Amérique et en Océanie ne sont plus réservées aux élites et aux cours royales et commencent à se populariser. Les indigènes s'exhibent dans le foire aux monstres et dans le cirque. Les cas les plus célèbres à l'époque est celui de Saartjie Baartman, surnommé la Vénus Hottentote, esclave Khoisan, né dans l'actuelle Afrique du Sud et amenée par son maître à Londres en 1810, où elle est montrée nue derrière les barrières d'une cage. En 1814, sa portée européenne l'a conduit à Paris. Les très sérieux journaux, les débats politiques et littéraires n'hésitent pas à signaler les spectacles le 29 septembre 1815 en précisant les lieux et les tickets d'entrée. La Vénus Hottentote se voit tous les jours au numéro 188 de la rue Saint-Honoré et pour un prix non négligeable à l'époque de 2 à 3 francs. Saartjie Baartman meurt 2 mois plus tard sans doute d'une pneumonie. Le moule de son corps et son squelette exposés jusqu'en 1878 au Jardin des Plantes sont restitués à l'Afrique du Sud en 2002. J'espère que par la première vidéo et cette deuxième vidéo de Être noir est une abomination, vous aviez compris d'où vient le racisme. Vous aviez compris les sources du racisme. Ça vient de la traite négrière, ensuite de la colonisation, de la classification des êtres humains et des eaux humains. Et tout ça, j'espère qu'avec les temps, nous pourrions comprendre pourquoi les Noirs dans le monde revendiquent-ils. Et j'invite vraiment tout et chacun à revendiquer contre le racisme. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que la première et la deuxième partie vous ont plu. Et que vous n'hésiterez pas à vous abonner,
à commenter et à partager avec vos amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.